Chers amis, bonjour. J'ai mis ma chemise de colère aujourd'hui. Enfin, ça va quand je suis en colère et que je rigole, c'est pas trop inquiétant, quoi, je trouve. Ce matin, je vais vous parler de laïcité et de religion. Alors, on va recadrer un petit peu le problème. Je suis l'inspiratrice de plein de choses au niveau de la chrétienté, mais aussi de plein enfin, j'influence d'une certaine façon plein de décisions, plein de choses dans le milieu religieux aussi, dans les autres religions aussi. Alors, notamment par l'intermédiaire de France 2 et des émissions religieuses le dimanche matin. Il m'est déjà arrivé de conseiller à ceux qui étaient intéressés par la spiritualité, quel que soit leur âge, de regarder la télévision le dimanche matin, des émissions religieuses. Alors j'y reviens. Non mais j'y reviens, je vais vous expliquer pourquoi. Ce matin, je suis allée voir, quand je me suis levée, je suis allée regarder les émissions religieuses. Bon, je les ai pris en route. Hein. Bon. Alors, déjà, je tiens à préciser une chose, c'est que si je suis allée les voir, c'est bien plus pour, pour voir dans quelle mesure ils s'adaptaient à la situation politique, et de voir en quoi je pouvais, moi, la conseiller ou pas, que pour me rassurer, moi, personnellement, par rapport à ce que je suis et par rapport à mes convictions. Ça, c'est la première chose. Voilà, ça c'est fait, comme dirait l'autre. Mais ça m'a fait du bien, en fait, parce que quelquefois, ça m'arrive d'aller à la messe, hein, dimanche matin, mais là, ce matin, j'avais pas envie. Donc je me suis dit, tiens, je regardais un peu ce qui se passe à la télé sur le sujet, quoi. Je papillonne, quoi, en quelque sorte, hein, comme l'effet papillon. Et l'effet papillon, même, je dirais. P-A-P-I-O-N. Donc ce matin, j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que justement, l'émission sur l'islam, ils ont parlé de l'étymologie des prénoms dans l'islam, et des origines des prénoms dans l'islam. Alors j'ai trouvé ça extrêmement subtil de leur part, de ne absolument pas parler du Coran, par exemple. Alors ça, franchement, merci, merci monsieur. Non mais voilà, ça c'est vraiment une preuve d'intelligence, quoi. Je dis du mal du Coran, enfin je sais pas que je dis du mal du Coran, mais j'explique en quoi les musulmans doivent se porter juges du Coran aujourd'hui et dire ça suffit, c'est à nous de penser et on fait ce qu'on veut au sein de notre religion, et ne pas boire comme du petit lait tout ce qui est dit dans le Coran, parce qu'on y trouve le mieux comme le pire, hein, pour information. Donc le fait de parler ce matin de l'origine des prénoms et tout, j'ai trouvé que c'était une approche vraiment tout à fait intéressante, quoi. Donc j'ai regardé bien évidemment, et puis j'ai regardé la suite d'autres émissions. Il y a notamment alors un truc. Alors là, chapeau, je vous assure. Alors, il se trouve que je suis à l'origine de tout le renouveau de France Télévisions depuis plusieurs années et de Radio France. Et donc le choix des intervenants n'a pas été fait par hasard non plus. C'est-à-dire que les gens qui travaillent, qui sont chargés des émissions religieuses dans chacune des religions sur France 2 ont été choisis aussi selon certains critères, notamment celui de ne pas, de ne pas dénigrer, d'en sourire, de sourire de leur propre religion à chacun. Et ça me fait énormément de bien, quoi. Voilà. Et donc, notamment au niveau de l'islam, c'est pas les derniers non plus. Et donc, je trouve ça vraiment tout à fait interpellant. Et quand je dis que c'est bénéfique de regarder ces émissions-là, c'est vraiment bénéfique à un point que vous ne soupçonnez pas. Parce qu'en fait, les religieux qui sont chargés des émissions religieuses le dimanche matin sont des religieux qui sont extrêmement experts dans ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dogmatiques, ils ont une forme comment dire, ils ont une forme de regard objectif de leur religion. Voilà. Et c'est ça qui est justement très intéressant. C'est que ils n'hésitent pas à s'auto-critiquer d'une certaine façon et à dire oui bon c'est plus tellement adapté, ou voilà, ça c'est extrêmement intéressant. Et donc moi je trouve que c'est extrêmement intéressant de regarder toutes les émissions religieuses, quelle que soit la religion à laquelle on appartient, ou la religion à laquelle on n'appartient pas, justement. Je veux dire par là que quelqu'un de non-croyant a tout intérêt à aller voir ces émissions, justement parce que ça lui donne, ça lui donne un éclairage
de ce que la religion est susceptible d'apporter véritablement aux croyants d'aujourd'hui, et en quoi surtout elles sont une entrave, et voire une sacrée entrave aux problèmes d'aujourd'hui. Et ça, je vous assure que ce matin, c'était carrément, mais alors collector. De toute façon, j'étais tellement morte de rire que j'en avais mal au ventre, tellement c'était comique. Franchement, ça n'était pas eux qui étaient comiques, mais c'est la démonstration absolument incroyable qui montrait à quel point il y a un travail absolument colossal à faire dans chacune des religions pour les adapter aux problèmes d'aujourd'hui. Et ça, croyez-moi, c'était vraiment pas triste. Alors, il y a eu donc notamment pour la religion juive, plusieurs intervenants, dont un monsieur qui a fait un travail de théologie vraiment extraordinaire, parce que je ne savais pas, moi figurez-vous que chez les juifs, il y a un tribunal rabbinique. Alors pas seulement en Israël, mais aussi dans les pays où la religion juive est pratiquée, ce qui est tout à fait normal, eh bien il y a un tribunal rabbinique. Alors moi j'étais sur le cul, hein, je vous le dis franchement, hein, sur le cul. Hein. Alors je savais que la religion juive, alors j'incrimine souvent la religion musulmane, l'islam, d'être une véritable entrave à l'épanouissement de la femme, mais alors chez les juifs, franchement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Alors là, je recommande à tous les musulmans d'aller voir ça, parce que franchement, quand je vous dis c'est collector, c'est vraiment collector. Mais je sais au niveau des divorces, notamment, il y a des gros problèmes. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs attitudes à adopter, parce que il y a le tribunal coranique. Bon, on peut très bien, après tout, être juif et dire moi, je suis désolé, je suis libre de faire ce que je veux, et je considère qu'il n'y a que comment dire, la loi du gouvernement du pays que j'habite qui compte, et je me moque éperdument de savoir ce que ma religion, même si je suis religieuse, ce que ma religion en pense. Ça, c'est une attitude que je trouve tout à fait normale. Mais là où ça devient, mais alors particulièrement coton, c'est quand on nous explique ce matin que le tribunal rabbinique a une influence sur la justice française notamment, mais aussi, donc je suppose, dans d'autres pays du monde. Voilà. Alors ça, c'est interpellant. C'est-à-dire que pour que une femme, par exemple, qui a l'intention de divorcer et qui donc a besoin, comment ils appellent ça, le guet, hein. Elle a besoin du guet. Alors le guet, c'est une forme de certificat de divorce, quoi, religieux. Voilà. Donc ce qui l'autorise, si j'ai bien compris, éventuellement à se remarier parce que le premier mari a accepté le divorce. En fait, le mec, il fait tout ce qu'il veut, quoi. C'est un véritable dictateur chez les juifs. L'homme est un véritable dictateur et la femme est de la merde. Voilà. Je ne schématise pas, c'est vraiment ça, quoi. Mais je sais, j'en avais déjà entendu parler, on m'avait déjà signalé le loup. C'est vraiment pas triste. Allez réécouter, c'est à mourir de rire. Hein. C'est vraiment dingue. Hein. Alors justement, moi, dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe quand le mec, par exemple, pète les plombs et devient est fou et bien justement, ils y sont venus après, c'est à mourir de rire. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au sein des religions, entendons-nous bien, moi je n'ai pas mon nez à fourrer là-dedans, hein, je veux dire, je ne peux que constater et que dénoncer, bien évidemment. Mais je trouve absolument hallucinant que des hommes juifs, par exemple, dont la femme demande le divorce, utilisent cette histoire de guet pour faire du chantage au sujet de la pension alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, vous avez au sein des tribunaux certains juges donc qui, entre guillemets, fricotent idéologiquement avec certains rabbins pour certains divorces, quoi. Non mais attendez, j'hallucine. Non mais incroyable. Non mais allez écouter toute l'émission parce que là je peux pas vous faire ça, je vais pas consacrer l'émission à ça, mais je trouve que c'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que la loi rabbinique s'immisce dans la justice française. Alors là, je suis sur le cul, moi, franchement. Hein. Personnellement, je suis sur le cul. Hein. J'espère que ça va changer, parce que c'est moi qui vous dis que ça va ruer dans les brancards, mais grave. Hein. Puis je vais pas m'occuper du fait que je sois pas juive. Hein. Franchement, hein. On me demande d'y foutre mon grain de sel, et ben j'y fous mon grain de sel.
Et c'est moi qui vous dis que ça va pas se passer comme ça. Je tiens à préciser que c'était dénoncé là par des hommes qui étaient les premiers à admettre que c'était rigoureusement scandaleux. Hein. Je veux dire, eux, ils ne se portent pas en... Comment dire, ils ne cautionnent pas hein, le tribunal rabbinique et les débordements et les excès, etc. Ils ne cautionnent pas, ils se portent au contraire, ils énoncent les faits, quoi. Voilà, ce qui ne les empêche pas d'avoir un sens de l'humour certain, chose que j'apprécie énormément parce que je reconnais que ça rend les choses nettement plus digestes. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il y a une émission extrêmement intéressante sur la guerre. Sur la relation entre la religion et la guerre. Et bon là c'est pareil, je ne peux pas développer, mais c'est nettement intéressant de refaire l'historique depuis le début de avant la Première Guerre mondiale, de voir comment dire, notamment comment la religion a interféré dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, etc. C'est pas négligeable. Mais je pense que c'est justement extrêmement intéressant pour des gens qui sont croyants et qui sont pratiquants d'une certaine religion, d'aller voir comment ça se passe dans les autres religions. Il n'est pas question de se porter en juge, mais simplement de constater. Et quand quelqu'un vous agresse ou vous porte un jugement sur votre religion, vous êtes en droit de dire, bah écoute, franchement, quand on voit dans telle religion ça se passe comme ci, ou dans telle religion ça se passe comme ça, vous avez des arguments. Et surtout, vous vous déculpabilisez. Vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être juif et d'être pratiquant. Vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être musulman et d'être pratiquant. Voilà. En fait, je crois que le gros problème réside dans le fait qu'il est important de prendre conscience, de faire la nuance entre être deux cultures juives ou être deux cultures musulmanes ou être deux cultures protestantes, plutôt que de dire je suis protestant, je suis musulman, je suis juif. Parce que le problème, c'est que la nuance est extrêmement large. Entre celui qui est deux cultures juives et qui a entièrement rompu les liens avec sa religion qu'on lui avait imposée quand il était enfant, par exemple, et qu'il a laissé tomber pour des histoires de conviction personnelle, et puis celui qui revendique en fait non le fait de pratiquer quand même, etc. La nuance est importante, et le problème c'est que la nuance, il y a quand même une nuance extrêmement large. Aujourd'hui, au sein des collèges et des lycées, par exemple, il y a des enfants de culture islamique qui se sentent agressés par ces histoires de prophètes, alors qu'en fait ils ont rompu tout lien avec l'islam. Donc c'est pas cohérent quelque part. Ils n'ont pas à se sentir coupables du fait qu'on leur ait imposé la religion musulmane. Mais si jamais eux ont pris une certaine distance avec la religion musulmane, ils sont en droit aussi de le revendiquer. Dans le milieu artistique, au sein de la famille artistique, il y a énormément de gens qui sont de confession juive ou qui sont de confession islamique et qui ont rompu d'une certaine façon dans leur pratique les liens avec leur religion. Ils sont de culture islamique et ils l'assument. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas un problème. Vous n'avez pas à vous sentir coupable du fait qu'on vous a imposé une religion à votre naissance. Moi, je suis agnostique. Ça m'empêche pas d'aller à la messe de temps en temps. Soit dit en passant, je suis tout à fait capable, moi personnellement, d'aller visiter une mosquée ou quoi que ce soit pour le plaisir ou pour discuter ou pour. Je n'ai pas de tabou par rapport à ça, quoi. Je veux dire, je pense que c'est vraiment très important d'entretenir une forme de curiosité par rapport aux autres églises, par rapport aux autres religions. C'est là que se trouve véritablement la clé du problème, je pense. Parce qu'aujourd'hui, des gens qui sont croyants et qui sont pratiquants arrivent à se sentir coupables d'être pratiquants parce que le fait de croire en Dieu et d'être comment dire, et de faire partie d'une certaine religion se trouve stigmatisé parce que il se trouve que c'est le Coran est récupéré par une infime minorité comme argument pour faire la guerre aujourd'hui. Donc c'est extrêmement grave. Mais quelqu'un qui est né dans une famille musulmane n'a pas à se sentir coupable. Effectivement, ça a été dit dans le reportage de ces jours derniers, et c'est la vérité. On n'a pas à se sentir coupable. Si quelqu'un vous agresse parce que vous êtes de culture musulmane, vous êtes en droit de dire « Je n'ai pas choisi ma religion, elle m'a été imposée, et je n'ai pas à me sentir coupable ». Vous avez parfaitement le droit de dire ça, que vous ayez 15 ans, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 30 ans.
Voilà. Mais vous êtes aussi, si vous avez pris des distances avec votre religion, vous êtes aussi en droit de dire j'existe, l'islam m'a été imposé, j'ai pris une certaine distance et j'aimerais bien qu'on me considère autrement que par ma religion. Voilà. Ou autrement que par ma culture islamique. Il faut libérer la parole absolument partout. Que ce soit dans les familles, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. Moi, je propose, je vais faire un travail écrit sur... Je vais développer ce que je dis dans cette vidéo par écrit pour que ce soit plus clair, parce que comme base de travail pour l'enseignement, je pense que c'est préférable. Mais moi, je propose aux enseignants, je sais pas, ça peut être fait en français par exemple, de suggérer aux enfants, enfin, non pas de suggérer, de demander, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un travail extraordinaire, de demander aux élèves de regarder les émissions religieuses le dimanche matin. Que les élèves soient croyants ou qu'ils ne le soient pas. Et il est important, bien évidemment, d'exiger des non-croyants qu'ils acceptent que les autres croient. Parce que c'est ça le problème. Il ne faut pas non plus faire de la laïcité ou du non-religieux une forme de dogme. Je veux dire, on s'en va où à ce moment-là? C'est quand même assez problématique. C'est comme une lycéenne, par exemple, qui porte le voile quand elle se promène dans la rue, dans une ville, et puis qui le retire quand elle est au collège et au lycée. C'est logique qu'on lui demande de retirer le voile quand elle est au collège, au lycée. Mais par contre, quand elle croise son prof ou un personnel du lycée ou du collège dans la rue et qu'elle se sent coupable parce qu'elle porte le voile, non, elle n'a pas à se sentir coupable. Elle a le droit de porter le voile. Je tiens cependant à préciser quand même que le fait de cacher sa peau systématiquement, c'est quand même pas très bon pour la santé, hein. Parce que les rayons du soleil, il y a cette histoire de vitamine D. Hein. Et pour information, les femmes qui couvrent trop leur peau ont des problèmes au niveau vitamine, quelquefois. Hein. Donc je veux dire, faut pas que ça devienne ridicule non plus, quoi. C'est pas dans l'intérêt d'une jeune fille d'être voilée. Et je considère en plus que la coiffure, la chevelure, c'est quand même quelque chose de sensuel. Et ça n'a pas... je considère que la chevelure, c'est une forme de... comment dire ? Accorder de l'importance à sa chevelure, c'est une forme de féminité, et on est en droit aussi de se poser des questions sur le bien fondé du fait de vouloir systématiquement la cacher. Mais là encore, c'est une forme de tolérance et de comment dire, de dialogue avant tout, quoi. Je sais plus, il y a quelqu'un, un homme qui avait dit ça, c'était un religieux ces derniers temps, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Il avait dit je préfère voir une étudiante voilée et qui est curieuse de tout et qui lit énormément de choses et qui est cultivée, plutôt que de voir une femme qui a les cheveux découverts et qui est complètement braquée dans des principes complètement stupides. Et il avait parfaitement raison. Je veux dire, une femme qui porte le voile, c'est une femme qui pense. Hein. Moi, ce que je ne supporte pas, et là je suis absolument intraitable, c'est sur le fait de cacher son visage. Je trouve ça ridicule, quoi. Je trouve ça ridicule et je considère que c'est une insulte à la femme. Voilà. Vraiment. Alors j'ai entendu parler il y a quelques semaines de certaines collégiennes alors qui ont le cul entre deux chaises entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles se voilent le visage mais uniquement une partie des joues comme ça, et puis bon, c'est pas uniquement les yeux mais c'est juste une partie du visage. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein, d'accord? Arrêtez de nous prendre pour des cons. Découvrez votre visage et soyez courageuse un peu. Parce qu'un sourire, si vous avez la moitié du visage qui est couvert, un sourire, on ne peut pas le voir. D'accord? Le sourire, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la communication. Et on ne peut pas prétendre être respecté par autrui quand on couvre la moitié de son visage. Parce qu'on n'a pas le courage de mettre le voile intégral. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Quelqu'un qui couvre la moitié de son visage, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de porter le voile intégral. Il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai vu ces jours derniers un truc interpellant sur le sujet, mais bon, c'était là pour me faire réagir, je suppose. Aux États-Unis, une prof qui posait sur les réseaux sociaux avec une poitrine extrêmement généreuse, et donc qui faisait des photos pas sexy, mais comment dire, provocante, hein, sexuellement provocante, et elle était prof. Et alors les commentaires dessous c'était ah là là, ces Américains, ces puritains. Alors j'ai remis les choses au clair, hein, je vous dis pas. Hein. J'ai remis les choses au clair. Hein. Ce qui est souhaitable,
de transmettre aux adolescents, et notamment aux filles, aux jeunes filles et aux jeunes femmes. C'est qu'une femme a tout intérêt à briller autour d'elle par son intellect, par son raisonnement, par sa capacité à défendre ses idées, par sa capacité à s'intéresser aux autres, qu'ils soient différents ou qu'ils soient conformes à ses idées. Je vous recommande de lire Cosette. Normalement, vous lisez Cosette et vous aurez autre chose que de la moutarde dans le cerveau. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire qu'on puisse cautionner. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle s'est fait virer. Elle s'est fait virer de son lycée parce qu'on lui a dit votre attitude est juste absolument scandaleuse. Et c'est grave parce que ça veut dire une prof qui a une telle attitude sur les réseaux sociaux, elle transmet aux élèves le principe selon lequel la plastique est quand même vachement importante, quoi. Non, je suis désolée, moi personnellement j'aurais bien foutu ma main quelque part, hein, et pas au cul, croyez-moi. Hein. Non mais il y a des femmes qui sont vraiment des connes, hein, je vous jure. Il y en a, c'est des spécimens, vraiment. Oui, je suis un peu dure. Regardez, moi, par exemple, je suis extrêmement belle, sexy et tout, et je n'exhibe pas ma sexicitude, par exemple. En fait, j'ai une formule ce matin, merde, comment j'avais dit? Parce que j'ai souvent des idées extraordinaires quand je me lève le matin au saut du lit. Il faut... Oh, je me souviens plus, la formule m'a échappé, mais je reviendrai. Ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle faire naître le désir. C'est pour le cas où les gens seraient tentés de pas plus trop venir voir mes vidéos. Là, je vous laisse sur une fin, F-A-I-M. Voilà. Non, mais ça va me revenir, mais il me manque un bout de ma formule. J'avais trouvé une super formule et ça me revient plus, mais ça va me revenir. Je vais la noter la prochaine fois.